public, bienvenue pour cette soirée du patrimoine à Aiguille. C'est l'année de la gastronomie. Alors, laissez-moi remonter le temps. Revenir à l'époque des Romains. Une période où la gastronomie en Provence était si fascinante, à tel point que pour certains, c'était de la magie. Oh, je ne vous parlerai pas d'Astérix et d'Obélix, non, non, non. Non, ici, il y avait un autre genre de Gaulois. Des Gaulois qui connaissaient la véritable daube provençale. Une daube qui se fait avec du bœuf et non du sanglier. Imaginez, oignons, olives noires, thym, laurier et ail, marinés pendant une nuit dans une toupine, mijotés le lendemain pendant 5 heures et servis impérativement avec un bon vin rouge du cellier d'Aiguille. À consommer avec modération, bien sûr. Oh, excusez-moi, oui, je suis du genre gourmand, mais les Romains l'étaient bien plus que moi. Ils avaient compris que les racines de la gastronomie provençale sont profondes. Remontons ensemble en l'an 100 avant Jésus-Christ. Nous savons tous que les Romains conquirent le sud de la Gaule, qu'ils appellent alors la Provincia. Tous la fameuse D17, qui n'est autre que la célèbre voie aurélienne qui passe à Aiguille devant le cimetière. César la construisit en 8 ans, afin de pouvoir rejoindre les arènes d'Arles en seulement 8 jours. Mais avez-vous déjà entendu parler de la bataille de Pourrières ? Car c'est là que notre histoire commence. Les Teutons étaient des barbares du nord de la France. Ils sont venus envahir la Gaule du sud, mais c'était sans compter sur les campements romains déjà présents ici. Conscient de la menace des Teutons, le général en chef Caius Marius décida de les affronter. Il choisit une position forte, une colline, pour attirer avec sa cavalerie des Teutons. Mais il cacha aussi une force de 4000 hommes à proximité. Au moment de la bataille, cette force sortit de sa cachette, attaqua les Teutons par derrière, ce qui provoqua chez eux confusion et déroute. Plus de 100 000 Teutons furent tués et 20 000 capturés. Ce fut une bataille épique et brutale, mais la victoire de Caius Marius fut parfaite. En reconnaissance, les Gaulois, qui allaient être envahis, appelèrent leur fils Marius, une tradition qui demeure encore. Suite à cette victoire, Caius Marius édifia un autel, visible aujourd'hui au rond-point des Lampis, à la gloire des dieux de la fertilité. Un homme, du nom d'Aculeius Marcus, vint gâcher cette victoire. Imaginez, Jules César, en dessous Caius Marius, et encore en dessous Aculeius Marcus. Le seul général centurion de cette bataille à avoir perdu 1000 légionnaires. Et c'est là que notre histoire commence. Que s'est-il donc passé à Aiguille pour que 1000 légionnaires disparaissent ainsi ?
honte pour un général centurion de perdre une cohorte. Vous vous rendez compte? À Rome, on commençait à s'interroger. Imaginez la colère de Jules César. Que vont bien pouvoir écrire les historiens à ce sujet? Il fallait agir. Alors Jules César convoqua Aculeius Marcus dans ses appartements. Décidé, le puissant empereur du peuple lui faisait face depuis son trône. Aculeius Marcus était couvert de honte et n'en menait pas large. C'est là que l'on découvrit l'ultimatum que Jules César lui imposa. Il ordonna à Aculeius de retrouver tous ses hommes afin que Rome regagne son prestige. Mais pas seulement. Il lui ordonna également de s'accaparer de richesses de la Gaule du Sud en retour. Et pour cela, il lui donna 6000 de ses meilleurs légionnaires. Cependant, s'il n'est pas revenu dans 3 mois avec ses légionnaires et le butin, Aculeius devra rendre sa fibule de général centurion et finira ses jours sur le sable ardent des arènes du Colisée. Pas avec Jules César. Son empire devait être le meilleur. À la moindre faute, nous étions jetés face aux autres gladiateurs pour le plus grand plaisir des foules. Alors bon, récapitulons. De 1, il doit retrouver 1000 hommes disparus dans la nature. Et même avec Facebook, on n'y arriverait pas de nos jours. Imaginez alors à cette époque. De 2, il doit trouver et piller les richesses des Gaulois. De 3, il n'a seulement que 3 mois. Vous me suivez toujours? Très bien, on reprend. Avant d'entamer cette grande chasse à l'homme, Aculeius demanda à son ami Sextus Calvinus de l'accompagner. Car lui aussi, il était un général centurion de la bataille de Pourrières. Seulement lui n'avait pas perdu ses hommes. Ainsi, ils repartirent en Provence, déterminés, avec leurs 6000 légionnaires. Ils retrouvèrent ensemble cette chère provincia, son climat doux, sa luminosité. Et c'est en direction de l'oppidum d'Entremont, non loin de la montagne Sainte-Victoire, qu'ils virent une tribu gauloise confortablement installée. Aculeius, dans l'espoir de retrouver ses hommes, lança un assaut brutal et écrasa la tribu. Pour défendre leur territoire, les Gaulois ont longuement tenu tête à cette redoutable armée romaine. Mais malgré tous leurs efforts, les légionnaires romains étaient plus puissants. Ils ne pouvaient que les envahir. Quelques jours plus tard, Sextus Calvinus installa définitivement son camp fortifié. En signe de reconnaissance, Aculeius lui laissa baptiser cette nouvelle terre, et que s'appelorio Exam Provence. De son côté, Aculeius continua ses recherches en interrogeant tous les Gaulois, ces fameux celto-ligures qui vivaient sur place. Et c'est ainsi qu'il obtint ses premiers indices. En effet, non loin d'ici, il entendit dire que des centaines de légionnaires romains étaient ensorcelés.
dans un village que l'on appelait Aiguille. Enfin, une trace de ces troupes disparues. Il était temps. Des sorciers avaient certainement dû jeter de bien mauvais sorts pour les garder dans cet irréductible village. Mais comment Aculeus Marcus pouvait-il expliquer cela à Jules César? Avec une telle histoire, la sentence du Colisée est irrévocable. Il fallait qu'il se rende à Aiguille pour mettre toute cette histoire au clair. Il pensa donc y aller incognito, afin de s'infiltrer dans le village sans finir ensorcelé comme ses anciens légionnaires. Avant de partir d'Aix-en-Provence, Aculeus ne donna qu'un seul ordre à Sextus Calvinus. S'il n'est pas de retour d'Aiguille d'ici 15 jours, il lui demande de poster ses 6000 légionnaires autour du village et qu'il décime tous ces sorciers de Gaulois d'une seule traite. Enfin à Aiguille. Aculeus Marcus dissimula son identité pour passer les remparts du village. Le voici maintenant dans les rues, habité par des Gaulois aux airs vigoureux, batailleurs et bons chasseurs. Ici, il cultive à merveille la terre, les oliviers, la vigne, mais la vie y est surtout très heureuse. C'est un monde si différent pour Aculeus. Après quelques heures d'égarement et de contemplation dans ce village si parfait, si magnifique, oui, bon, j'en rajoute, mais vous êtes d'accord avec moi. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'Aculeus aperçut un peu à l'écart un groupe de légionnaires, parfaitement intégrés dans la population gauloise. Ils semblent si heureux, profitant de la belle vie de cette région. Oh, c'est sûr, ils doivent être ensorcelés. De peur d'être reconnus, Aculeus se réfugia dans l'auberge du village à l'ombre des regards. Alors que les villageois étaient assis autour de table, hommes et femmes se côtoyant, les Romains, eux, se restauraient allongés. Tous dégustaient le fameux melon au jambon que seuls les Gaulois savaient enduire d'huile d'olive pour le fumer. Aculeus fut saisi par la délicieuse odeur qui envahit la salle. Il s'assied alors à une table et commanda un vin d'anis, bien plus goûteux que ce qu'il pouvait boire à Rome. Au milieu du brouhaha, il entendit alors parler d'une femme, une certaine Alanis, surnommée la nymphe de Provence. On dit d'elle qu'elle mitonne des plats si bons qu'ils en auraient des vertus magiques. Aculeus faillit tomber de sa chaise. Non seulement il avait retrouvé ses hommes, mais il avait aussi découvert la femme responsable de leur ensorcellement. S'il pouvait ramener cette nymphe à Jules César, peut-être qu'il gagnerait finalement sa clémence. De toute façon, il n'y avait plus d'autre choix. Il ne pouvait pas dire à Jules César que ses troupes l'avaient déserté à cause de sombres recettes ensorcelées. La nuit tombée, Aculeus se rendit à la porte d'Alanis afin de l'enlever. Il fallait qu'il soit discret dans la rue du Barry pour espérer que les gardes de nuit ne s'approchent pas trop. Alors qu'il réfléchissait comment s'introduire chez elle, il fut soudainement saisi d'une odeur qui sort du four.
Le plat paraissait tellement délicieux. Mais il s'efforça de ne pas le sentir, de peur d'être à son tour ensorcelé. Et soudain, un légionnaire traversa la rue du Barry. Il était à moitié sous. Mais trop tard. Aculeus fut reconnu. Pris de peur, le légionnaire dégaina son épée. Tout alla très vite. Aculeus n'eut pas le temps d'éviter le coup, mais réussit à repousser le légionnaire malgré sa blessure. Aussitôt, un garde de nuit, averti par le vacarme, attrapa le légionnaire, pensant qu'il avait agressé un homme du village sans raison. Aculeus s'écroula sur le palier de la maison, quand tout à coup, la porte s'ouvrit. C'était elle. C'était Alanis. Aculeus, gravement blessé, perdit connaissance. C'est ainsi qu'Alanis hébergea Aculeus des jours entiers chez elle, en prenant soin de lui. Il découvrit pourquoi on l'appelait la nymphe de Provence. La nourriture était abondante et venait de toutes parts, comme ces poissons qui étaient acheminés par le chemin des poissonniers depuis les temps de Bère. Elle lui prépara des plats si savoureux, si somptueux, qu'il en fit des rêves animés et enchantés. In Mullingar that night I rested limbs so weary, started by daylight, me spirits bright and hairy, took a drop of the pure, keep me heart from sinking, that's the paddy's cure, whenever he's on for drinking, that's evil as he smile, laughing all the while, on me curious style, set your heart a bubble and asked if I was hired, wages I required, I was really tired, of the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, up the hair and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, Whack-a-lally-ra. In Dublin next arrive, they thought it such a pity to be so soon deprived the view of that fine city. Well then I took the stroll, all among the quality bundle it was told. In the neat locality something crossed me mind, when I looked behind, no bundle can I find. On me stick a woman inquired a further road, sent me come up the road, wasn't much in vogue. On the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, up the hair and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, Whack-a-lally-ra. From there I got away, me spirits never fading, landed on the quay. As the ship was sailing, the captain at me roared, said that no room Paddy, when I jumped on board a cabin bound for Paddy. Down among the pigs, played some funny rigs, danced some marty jigs, the water round me bubble and hopped in Holyhead. Wished myself were dead or better far instead. On the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, up the hair and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, Whack-a-lally-ra. The boys at Liverpool, when we safely landed, called myself a fool. I could no longer stand it, blood began to boil. Temper I was losing, poor old Aaron's Isle. They began abusing her rowdy sauce as I shall lay the island by. All my boys were nigh, saw I was a hobbling, and with a loud hooray, joined in the affray, quickly keep away. For the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, up the hair and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, Whack-a-lally-ra. The hair and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, Whack-a-lally-ra. Whack-a-lally-ra. Un nouveau jour se lève. Aculeus est réveillé par le doux parfum d'un nouveau petit déjeuner d'Alanis. En réalité, les hommes d'Aculeus n'étaient pas ensorcelés. Ils étaient juste amoureux de ce pays, amoureux de ses richesses, et bien entendu de ses recettes gourmandes. Mais Alanis n'était pas une sorcière, mais une magnifique femme qui essayait simplement de partager le secret de tous ses plats provençaux. Sous son charme, Aculeus tombe le masque et révèle sa véritable identité. Il offre sa fibule de général centurion à Alanis en guise de reconnaissance et d'amour. Mais soudain, le village sonne l'alarme. Une invasion est en cours. Non de Zeus, par Jupiter.
15 jours sont déjà passés. Et comme convenu, Sextus Calvinus a posté ses 6000 légionnaires autour d'Aiguille. Quelle catastrophe! Ah, vite, vite! Aculeus sortit de la maison et prit un cheval en direction de la Légion dans l'espoir d'éviter le pire. Il retrouva Sextus Calvinus à l'hôtel qu'avait érigé Caius Marius. Mais quelle ne fut pas sa surprise en voyant César, Jules César, l'empereur au milieu de ses cohortes. Mais pourquoi est-il ici? Pourquoi maintenant? Jules César commença par féliciter Aculeus d'avoir retrouvé ses troupes disparues et d'avoir établi un camp fortifié à Aix-en-Provence. Mais aussitôt dit, il le condamna à mort, car le temps était écoulé. 3 mois étaient passés, et Aculeus n'avait pas honoré la tâche qu'il lui avait confiée. Il n'avait pas ramené sa troupe, ni même pillé quelconque richesse de cette région pour le satisfaire. Pris de peur, Aculeus ne sut quoi dire et laissa un silence s'installer. Puis, il eut enfin une idée. Dans un élan de courage, Aculeus invita Jules César à rejoindre Aiguille en lui promettant de découvrir un trésor qui dépasserait tout ce qu'il connaissait à ce jour. Intrigué et curieux, Jules César, accompagné d'une centurie, monta jusqu'à l'auberge du village. Il s'installa à une table et Alanis commença à préparer ses meilleurs plats. C'est toute la cuisine qui se mit à l'œuvre pour lui offrir le plus beau banquet de l'histoire du village. César fut non seulement conquis, mais il fit également preuve de mansuétude envers Aculeus, un pardon inespéré pour lui. Et c'est ainsi que les craintes de guerre entre les Romains et les Celto-Ligures s'achevaient autour d'un banquet festif. Le plaisir de la table et la joie de vivre des Aiguillens auront eu raison des Romains. La légende raconte que cette richesse des Gaulois a permis à Jules César de se retirer à Aiguille pour y couler des jours paisibles, loin des soucis et des périls du pouvoir. Et c'est enfin qu'en Gaule, dans ce petit village, devenu le centre de l'univers, qu'Aculeus, Alanis et leurs amis réunis célèbrent leur victoire par un festin sous les étoiles. Nul ne sait si cette légende est vraie, mais, après tout, nous sommes dans un spectacle. Tout est permis. Aiguille devint un éperon fortifié, puis une place forte, puis une demeure seigneuriale et enfin un château. La qualité de ses cultures et de sa cuisine sont reconnues dans toute la région. Sans nul doute qu'aujourd'hui encore, les enfants d'Aculeus et Alanis se promènent par les rues du village.